Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de l'environnement. En ce moment, on est en train de présenter les différents instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face au changement climatique. Dans la vidéo précédente, on a analysé les inconvénients et les avantages de la réglementation et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la lutte par l'incitation avec la taxation et les subventions à l'innovation verte. On va suivre le même procédé que la vidéo précédente, on va présenter d'abord les avantages et ensuite on verra les inconvénients. Donc à la différence de la réglementation, la taxation et les subventions vertes ne cherchent pas à obliger mais bien à encourager, inciter les agents économiques à adopter certains comportements vertueux. On va commencer par la taxation. La taxation, dite ici écologique, est une mesure fiscale qui consiste à augmenter le prix d'un produit polluant ou d'une production polluante, ce qui permet de donner un prix à une activité polluante qui jusque-là était gratuite. En fait, il faut voir la taxe comme un prix fixe qui signale au pollueur le montant du coût externe de ses décisions sur le climat. C'est ce que l'on appelle le principe du pollueur-payeur. Celui qui pollue doit payer. Mais alors, est-ce que c'est un instrument efficace? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en commençant par ses avantages. La taxation se révèle être un instrument efficace dans la lutte contre le changement climatique. Elle s'attaque directement à une des racines du problème, les externalités négatives. Ces dernières, telles que les émissions de CO2 résultant de la consommation d'énergie fossile, ont des impacts nuisibles sur l'environnement et le climat. Et ces impacts ne sont pas pris en compte dans le coût privé des activités économiques. Le principe ici est simple. Le coût social de ces activités, incluant les dommages environnementaux, est supérieur au coût privé supporté par les entreprises ou les ménages. Donc pour approcher le coût privé du coût social et donc encourager une réduction de la pollution, les pouvoirs publics peuvent instaurer une taxe qui internalise le coût des externalités négatives. Ainsi, le pollueur paye pour l'impact de ses actions sur la collectivité. Si on prend l'exemple du diesel, le prix à la pompe ne reflète pas les dommages environnementaux et climatiques liés à sa consommation. En appliquant une taxe carbone, le coût pour l'utilisateur intègre ces dommages, incitant à des comportements moins polluants. Les avantages de cette approche sont multiples. Premièrement, elle incite à changer les comportements, tant du côté des producteurs que du côté des consommateurs. La taxation favorise ainsi la production et la consommation de biens moins polluants. Et contrairement à une réglementation stricte, la taxe laisse la liberté aux agents économiques de continuer leur activité, tout en les poussant vers des pratiques plus vertueuses. Deuxièmement, cette flexibilité encourage l'innovation, puisque les entreprises ont intérêt à investir dans des technologies moins polluantes pour réduire leurs charges fiscales. Cela est d'autant plus stimulant que la taxe peut être ajustée progressivement, donnant le temps aux acteurs de s'adapter. Et enfin, les revenus générés par cette taxation peuvent être utilisés pour financer des initiatives de dépollution ou pour soutenir les secteurs les plus impactés par la transition écologique, réalisant ainsi un double dividende, donc une amélioration environnementale et un soutien économique ciblé. On peut donc dire que la taxation comme outil de lutte contre le changement climatique offre une solution flexible et incitative pour aligner les intérêts privés sur les objectifs environnementaux tout en générant des ressources pour accompagner cette transition vers un futur plus durable. Mais ce n'est pas non plus un instrument parfait, il présente quelques inconvénients que je vais t'expliquer maintenant. Donc pour illustrer les inconvénients, on va se concentrer sur la taxe carbone. Premièrement, l'introduction de la taxe carbone est inéquitable. Et oui, car en augmentant le coût des produits et des services émetteurs de CO2, la taxe risque de peser lourdement sur les ménages et en particulier les plus pauvres et ceux qui vivent en milieu rural. En effet, ceux qui vivent en milieu rural sont souvent plus dépendants des énergies fossiles pour se chauffer ou se déplacer. Ils se retrouvent donc désavantagés face à une augmentation des prix et en plus, ils n'ont pas nécessairement accès à des alternatives moins polluantes. Le mouvement des Gilets jaunes revendiquait une perte de pouvoir d'achat notamment à cause des taxes sur les carburants des voitures. Et en plus, la taxe carbone pose le problème de la compétitivité internationale. Les entreprises opérant dans des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre pourraient être tentées de délocaliser leur production vers des pays moins contraignants sur le plan environnemental, ce qui va conduire au phénomène de fuite de carbone. Cette situation ne fait que déplacer le problème des émissions de CO2 sans contribuer à une réduction globale. On a aussi un problème avec la fixation du taux de la taxe. Il doit être suffisamment élevé pour inciter à un changement de comportement, mais sans pour autant pénaliser l'économie ou provoquer un rejet de la part de la population et des acteurs économiques. La difficulté ici, c'est de trouver l'équilibre entre l'efficacité écologique et l'acceptabilité sociale et économique de la mesure. Et enfin, le caractère global du réchauffement climatique appelle à une coordination internationale pour la mise en place de taxes sur le carbone. Mais l'harmonisation fiscale au niveau mondial se heurte à des obstacles majeurs rendant complexe la mise en œuvre d'une stratégie cohérente à l'échelle planétaire. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans la dernière vidéo. En résumé, bien que la taxation puisse
théoriquement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne représente pas un instrument suffisamment efficace. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre instrument incitateur, les subventions à l'innovation verte. Donc tout d'abord, il faut savoir ce que c'est une innovation verte. Donc l'innovation verte, c'est l'ensemble des produits, services, procédés ou méthodes qui permettent de diminuer l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et là, on parle de subvention verte. Une subvention, c'est une aide monétaire accordée par les pouvoirs publics à des agents économiques, donc des producteurs ou des consommateurs, afin de les inciter à changer de comportement et de tenir compte de l'environnement. Pareil que pour la taxe, on va tout d'abord voir ses avantages et ensuite ses inconvénients. Donc la subvention à l'innovation verte se présente comme une stratégie avantageuse pour encourager les comportements écologiques, tant du côté des consommateurs que des producteurs. En effet, de nombreuses activités bénéfiques pour l'environnement génèrent des externalités positives, c'est-à-dire des conséquences positives d'une action individuelle sur le bien-être collectif, sans contrepartie monétaire pour celui qui en est la cause. La subvention intervient alors comme un outil permettant d'internaliser ces externalités positives en offrant une incitation financière directe à adopter des pratiques durables. On peut prendre l'exemple des vélos électriques dont l'utilisation réduit les émissions de CO2 par rapport aux voitures. Malgré leur impact positif avéré sur l'environnement, leur coût élevé peut freiner les consommateurs. Une subvention qui vise à réduire le prix d'achat rend ces vélos plus accessibles et encourage ainsi leur utilisation. C'est pareil pour le bonus écologique qui encourage l'achat de voitures électriques ou hybrides rechargeables. Il s'agit en fait d'une aide financière qui diminue le coût d'acquisition de véhicules moins polluants, ce qui va donc inciter les consommateurs à privilégier ces options plus vertueuses pour l'environnement. Pour les entreprises, les subventions à l'innovation verte stimulent la recherche et le développement dans des technologies propres. En France, le crédit impôt recherche et les programmes d'investissement d'avenir sont des exemples de soutien financier à l'innovation privée dans le domaine de l'environnement. Ces mesures visent à favoriser l'émergence de solutions nouvelles en matière d'énergie renouvelable, de mobilité durable ou d'économie circulaire. Ces subventions permettent d'alléger le coût des investissements en recherche et développement. Un avantage à ne pas négliger non plus, c'est leur capacité à modifier rapidement et efficacement les comportements en réduisant les barrières financières à l'adoption de pratiques écologiques. Elles offrent donc une flexibilité pour les acteurs économiques en leur permettant d'ajuster leur choix de production et de consommation en fonction des incitations proposées. En conclusion, la subvention à l'innovation verte encourage l'adoption de techniques et de comportements réduisant l'impact environnemental des activités humaines tout en soutenant la croissance économique et l'innovation. Mais maintenant, tu as compris le principe, ce n'est pas un instrument parfait, il comporte quelques inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc l'un des principaux défis réside dans la difficulté d'estimer précisément l'ampleur, la nature et la valeur des externalités positives générées par les comportements ou technologies vertueuses. Cette estimation est nécessaire pour déterminer le montant approprié de la subvention. Sans une évaluation exacte, il existe un risque d'attribuer une subvention d'un montant soit trop élevé, soit insuffisant. Si on prend l'exemple d'une subvention pour l'achat d'un véhicule électrique, imaginons ce véhicule permet d'éviter l'émission de 4 tonnes de CO2 par an. Si on dit qu'une tonne de CO2 vaut 50 €, vu que la voiture permet d'éviter l'émission de 4 tonnes de CO2 par an, on réalise un bénéfice de 200 € par an. Si tu utilises ton véhicule pendant 10 ans, le gain est donc d'environ 2000 €. Si imaginons la subvention est de 6000 €, dans ce cas, la subvention excède largement la valeur des externalités positives estimées. En plus de ça, la mise en place de subventions implique nécessairement un coût pour la collectivité. Sauf qu'il sort d'où cet argent? Eh bien, ce sont des ressources publiques. Si on puise trop dans ces ressources, ça va aggraver le déficit et la dette publique. Cette réalité financière soulève un dilemme. Comment équilibrer le soutien à l'innovation verte et la gestion responsable des finances publiques? Très bonne question. En résumé, bien que les subventions à l'innovation verte soient un outil très important pour promouvoir des pratiques durables, leur conception et leur mise en œuvre exigent une attention plus particulière. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la taxation et les subventions sont des instruments incitatifs. La taxation donne un coût aux externalités négatives, tandis que les subventions donnent un coût aux externalités positives. Maintenant, passons au dernier instrument qui permet de lutter contre le changement climatique à travers la négociation. On va parler du marché des quotas. Et pour ça, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite.